qu'il y aura un accord. Je pense qu'il est temps de conclure un accord et nous verrons bien ce qui se passera. Mais parfois, ils doivent se battre, nous verrons bien. Je pense qu'il y a de bonnes chances qu'il y ait un accord. Alors, il avait fait a priori presque la même sortie pour l'Ukraine. Vous vous en souvenez, en disant que Russes et Ukrainiens devaient continuer de se battre. Oui, tout à fait. Bon, c'est pas son problème, en fait. Je pense que d'un autre côté, il a fait son choix. Et peut-être que pour lui, c'est la seule solution pour que le problème nucléaire iranien soit réglé. On a un État, Israël, qui fait le sale boulot, sans engager les autres. Absolument. Si ça va mal pour Israël, les Américains seront là, mais ils ne seront pas en première ligne. Et que même ça arrange les Européens, finalement, que les Israéliens détruisent toute infrastructure nucléaire. Donc je crois qu'on est bien dans une logique, laissons-les faire. Oui, c'est pas bien. Oui, il faut trouver une solution. Ça va s'arranger. Mais en attendant, casser tout ce qui est en face. En gros, c'est ce qui est demandé aux Israéliens. Et à mon avis, ils ont open bar aujourd'hui sur l'Iran pour détruire toute infrastructure nucléaire. Fahimé, vous approuvez ? Tout à fait, tout à fait. Je pense que vraiment, ce qu'il a fait, parce qu'en Iran, il a un grand fan club, Netanyahou. Ah bon ? Absolument. Et les Iraniens, quand il y a le drapeau d'Israël pour marcher dessus, ils font un tour pour ne pas marcher dessus. Ils ont montré 85 millions Iraniens, à quelques petits pourcentages pro-régime, approuvent ce qu'il a fait, Netanyahou, et ils disent que cette guerre-là, c'est la guerre de Khamenei qui a commencé depuis des dizaines d'années, et c'est pas notre guerre. Le peuple et c'est peut-être une guerre qui permettra d'ailleurs de se débarrasser du guide suprême. Absolument. Alors. Donc il ne faut pas dire que le guide suprême c'est un guide religieux ou non politique. Il est le chef de l'armée. Donc le chef de l'armée pourrait être assassiné, le mot qu'on voulait employer, comme les autres personnes. Par contre, si Trump met son veto, je dirais quelque part, ça serait bien qu'on le garde au chaud pour qu'il soit jugé pour ses crimes, parce que c'est la seule personne responsable dans cette situation. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit dans la ligne de mire du président américain de le garder au chaud. On avait vendredi un ex du Mossad, des services secrets israéliens, qui nous disait sur ce plateau, en fait, on le garde pour le moment parce qu'il faudra bien négocier avec quelqu'un et ça sera utile. Tiens, on va l'écouter. Pour l'instant, on a laissé en vie, je dis bien, on a laissé en vie Khamenei, parce que nous avons encore besoin d'une personne avec éventuellement qui négocier, soit avec Washington, je ne pense pas qu'ils négocieront avec nous un cessez-le-feu, et ils n'admettront d'ailleurs pas la défaite. Nous avons affaire à un État terroriste irrationnel qui ne concédera jamais sa défaite, et donc laisser quand même cette voie politique ouverte. Pour cela, nous avons besoin de lui, en espérant qu'on atteigne une sorte d'arrangement. Sinon, effectivement, il faudra l'éliminer. Sinon, il faudra l'éliminer. En général, Chauvency approuve votre analyse, et peut-être pour expliquer aussi cette position américaine qui va le défendre tout au long de ces 3 jours au G7. Alors, sur la position américaine, ce qui est absolument paradoxal, c'est qu'il y a quelques semaines, M. Trump était à Riyad. Ouais. Il faisait un discours dans lequel il disait « Plus jamais les États-Unis ne seront là pour changer le régime des pays, plus jamais nous essaierons d'imposer la démocratie par la force », qui avait été le programme de George Bush et des néoconservateurs. Donc là, il est un peu obligé, finalement, sous la contrainte et sous l'action d'Israël, de revenir dans le jeu moyen-oriental. Alors, est-ce que c'est pour démocratiser l'Iran ? Je ne suis pas sûr, effectivement, que lui, personnellement, M. Trump, ça soit une de ses grandes ambitions, mais ça sera peut-être l'effet des frappes israéliennes, de la politique israélienne. Et pour rebondir sur ce que disait Fahimé tout à l'heure, c'est vrai que, historiquement, jusqu'en 1979, l'Iran, la Perse, avait les meilleures relations avec Israël. Il faut se souvenir qu'à l'époque, Israël était confronté à l'hostilité des pays arabes voisins, c'était les guerres israélo-arabes, et dans ce grand jeu moyen-oriental, Israël s'appuyait sur les autres pays, les pays non arabes, la Turquie et l'Iran. L'Iran, la Perse, était en fait objectivement un État très proche d'Israël. Et en 1979, la République islamique a complètement changé ça. L'Iran est devenu le plus grand ennemi d'Israël, animant ce qu'on appelle l'axe de la résistance aux 4 coins du Moyen-Orient. Mais en fait, quand on y réfléchit, c'est pas en profondeur. C'est-à-dire que les Iraniens, en profondeur, ils n'ont pas de problème avec Israël. C'est le régime. C'est le régime parce qu'en fait, l'existence d'Israël ne menace pas, si vous voulez, l'Iran même. Alors qu'à l'inverse, c'est vrai que
Israël, depuis cette époque, est directement menacé dans son existence même par le régime islamique de Téhéran. Alors, saupoudré du G7 qui se déroule depuis ce matin au Canada, Magali, on va revenir quand même sur les propos de Donald Trump. Voilà, faut qu'il se batte. Bien évidemment, donc il y en a un qui est soutenu par les États-Unis, armé par les États-Unis, il s'agit d'Israël. Et puis, il va y avoir des gens autour de lui qui vont essayer, je dis bien essayer, de l'amener à négocier, ce qu'il ne veut pas pour le moment. C'est-à-dire qu'il va falloir gérer l'imprévisibilité de Donald Trump pendant ce G7 au Canada. Les Canadiens ont une mauvaise expérience du précédent G7. Il y a une photo qui avait fait le tour du monde en 2018. Alors là, on parlait de guerre commerciale. C'était Trump, les bras croisés, tel un enfant qui refuse d'écouter ce que lui disaient les autres dirigeants. Il y avait Emmanuel Macron à côté d'Angela Merkel qui essayait de le convaincre. C'était notamment l'affaire de la guerre commerciale. Et il avait quitté précipitamment ce G7 en insultant avec des tweets Justin Trudeau qui était alors le dirigeant canadien. C'est dire que les Canadiens se méfient aussi de ce qui pourrait se passer et disent à McCartney, qui a déjà fait l'expérience d'ailleurs du bureau ovale, attention, allons-y en douceur. On sait que le G7, attention, hein, c'est un club davantage sur la gestion économique des affaires du monde. Alors on va parler notamment aussi droit de douane. Mais le problème, c'est que cette guerre-là peut gêner l'économie du monde. On pense au détroit d'Ormuz, notamment au pétrole. Mais c'est vrai il y a quand même beaucoup d'appréhension à chaque fois qu'on se retrouve face à Donald Trump. Les Européens vont essayer d'afficher un front uni en appelant à la désescalade, à la retenue. Mais c'est vrai qu'on a une position américaine qui est assez illisible en réalité, parce que c'est vrai qu'on avait un Donald Trump qui plaidait pour des grandes négociations, qui avait envoyé notamment son émissaire spécial Witkoff à plusieurs reprises à Oman pour discuter du nucléaire iranien avec le ministre des Affaires étrangères iranien, et qui aujourd'hui, peut-être certainement un peu pris de court, parce que c'était pas sa volonté première, mais aujourd'hui essaye de récupérer ce qui se passe pour essayer d'accélérer en effet la mise à bas de ce programme nucléaire, peut-être en rappelant un moment Khamenei à la table des négociations pour signer un deal. C'est peut-être l'espoir aussi de Donald Trump. Alors c'est l'espoir, et on va retrouver Bastien Auger qui est au Canada, qui suit pour nous ce G7. Ça sera au centre des discussions. Voilà, il va falloir trouver une solution, Bastien, même si cette discussion s'est invitée un peu brutalement au programme. Cette guerre entre Israël et l'Iran n'est pas à l'ordre du jour officiel de ce sommet, mais évidemment, elle va s'y inviter, voire en être au cœur. Et le gros risque aujourd'hui, c'est que le G7 tout simplement démontre son impuissance, voire ses divisions sur ce conflit, comme d'ailleurs sur le conflit en Ukraine. Alors, il y a un homme qui va être au centre de l'attention, c'est évidemment Donald Trump, parce que beaucoup de choses dépendent de lui. Emmanuel Macron, hier d'ailleurs, nous a dit qu'il espérait que les États-Unis réussissent à obtenir des négociations, une désescalade. Il a insisté sur les armes livrées par les États-Unis à Israël pour dire qu'il y a un moyen de pression sur Benyamin Netanyahou. On n'a pas encore le programme des rencontres bilatérales qui s'ajoutent en général au programme officiel, mais on imagine que Emmanuel Macron va chercher à avoir un entretien avec le président américain pour parler notamment de ce conflit au Proche-Orient. Merci Bastien, et merci à Morgan Pope qui vous accompagne. Mais est-ce que vous pensez que le pouvoir en Iran aujourd'hui va tenter de se raccrocher, non pas aux branches, mais à une main tendue ou un bras tendu pour trouver un accord avec Israël et avec les Américains? Là, hier ou avant-hier, le président iranien a envoyé des messages au président chypriote pour dire faites quelque chose pour qu'on retourne à la table de négociation. Donc, vous avez les rhétoriques. Poutine aussi aurait appelé en disant il va falloir revenir à la table. Poutine, il fait son jeu. Je pense qu'au niveau de l'Iran, il ne va jamais intervenir. Et il a dit, et son ministre avait dit, s'il y a un problème en Iran, on va prier seulement. Donc, c'est clair qu'ils ne peuvent pas aider. Quant à la négociation, donc c'est les rhétoriques qu'on entend ici. Et ils veulent impérativement, pour survie, d'aller à la table de négociation. Mais pour faire quoi? Pour calmer le jeu, et puis dès qu'on tourne le dos, pour recommencer à appauvrir davantage la population et recommencer leur cycle nucléaire.
Juste une information qui vient de nous parvenir. Le Pakistan ferme sa frontière avec l'Iran. Ça vient d'arriver, donc je ne sais pas ce que ça veut dire. Oui, ça a un sens. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait peut-être de l'armement qui venait de Pakistan, donc s'ils ferment les frontières... Et voilà. Bah oui, donc ça veut dire que le Pakistan arrêterait de fournir des armes à l'Iran. Il a eu peur, probablement. Ça veut dire qu'il y a une crainte de l'escalade et de la déstabilisation. Oui.